Bon, on attend la semaine prochaine pour prendre position. Il y a un certain nombre de sujets sensibles sur l'agriculture, sur l'éolien. Bon, on fait débat, ce qui fait qu'on n'a pas de... On attend de voir comment nos amendements vont être traités dans la séance plénière pour prendre une position définitive. Sinon, sur le reste, sur la journée d'hier, on a parlé en conférence des présidents, parlé là à nouveau en réunion de groupe. Bon, il y a deux points qui ont beaucoup... Bon, d'abord, je pense que c'était sur le fond une belle opération. La manière dont elle s'est passée par rapport à il y a 5 ans, je pense que tout cela était parfait. C'est-à-dire que c'était différent il y a 5 ans, parce que les présidents de groupe, on intervenait au Bundestag. Là, on a fait le contraire, chaque président de groupe est intervenu dans son pays. Mais il y avait un vrai intérêt à faire cette manifestation. En revanche, tous très choqués par l'absence du gouvernement. Regardons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au Bundestag, où la chancelière était présente d'un bout à l'autre, le vice-chancelier était présent d'un bout à l'autre, l'ensemble du gouvernement au grand complet, sans intervenir, présent. Nous, on nous envoie ministre des Affaires européennes qui trouve le moyen d'arriver en retard. Le Premier ministre qui, pendant qu'il y avait le traité de l'Élysée, pendant qu'on examinait cette résolution, recevait les autonomistes indépendantistes corses. Il n'y a pas de présence du Premier ministre, les bancs du gouvernement vides, et puis le groupe En Marche totalement absent également. On a vu la représentation qu'il y avait d'En Marche, qui a choqué tout le monde, et ça a été d'ailleurs repris à peu près par tous les groupes. Vous en avez fait état à la conférence des présidents? Oui. J'avais eu l'occasion de le dire hier, j'ai voulu le redire ce matin en conférence des présidents, en soulignant l'absence inacceptable, je veux dire, intolérable du gouvernement. Quand, encore une fois, la chancelière, le vice-chancelier assistent à tous les débats, avec l'ensemble du gouvernement, n'interviennent pas, mais sont présents d'un bout à l'autre du débat. Nous, on envoie une ministre des Affaires européennes qui est intervenue, bon, ça ne restera pas dans les annales de l'Assemblée, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui, en plus de ça, trouve le moyen d'arriver, alors que le discours du président du Bundestag était engagé, Schäuble avait déjà commencé à intervenir, enfin, c'est invraisemblable. Est-ce que d'autres présidents ce matin s'en sont tenus Pratiquement tous. Pratiquement tous. Est-ce que vous avez en tête les mots de M. Mélenchon? Non, je ne vous les dirai pas, vous les demanderez à M. Mélenchon. Je n'attache pas une importance particulière au mot de Mélenchon. Parce que lui, l'émotion, elle n'était pas dans ce sens-là. Comment? Lui, l'émotion dont il parlait n'était pas dans ce sens-là. Je pense que si, il était sur ce sujet, il était dans le même état d'esprit que les autres. Mais bon, je ne sais pas le compte-rendu de un tel a dit que, c'est pas mon objet. Je vous dis ce que j'ai dit et ce que je pense. Quoi. Et sur l'opération Choose France, vous en avez parlé? C'est quoi l'opération Choose France? Choisir la France, Versailles. 150 chefs d'entreprise à Versailles. Non, je ne vois pas. Bon, c'est ce que tous les présidents de la République de la 5e ont à peu près fait, quoi. À un moment ou à un autre, voilà, il n'y a rien de... C'est pas une grande première. Non, mais... pas d'autres sujets. Le projet migration, quel est qui va faire l'objet d'un débat ce soir avec Gérard Collomb et à la République En Marche. Je voulais savoir quels sont les points sur lesquels les Républicains veulent faire évoluer ce texte qu'on ne connaît pas encore. La réponse est dans votre question, c'est qu'on ne connaît pas le texte. Et on n'a pas de texte, on a des déclarations d'intention. Donc, on a tous été échaudés à plusieurs reprises par les grandes déclarations d'intention du président de la République ou du ministre de l'Intérieur sur ce sujet, et les rétropédalages après, du Premier ministre également. Donc, nous, on attend sereinement d'avoir
d'avoir un texte sur le sujet. Sur le droit d'asile, on sait qu'il y a un vrai sujet sur la nécessité d'une réduction très importante du temps et des possibilités de recours. Vous savez qu'aujourd'hui, ça porte à 18 mois avec les possibilités de recours. Sur les raccompagnements, les places, les centres de rétention, la possibilité de contrôle sur place qui, contrairement à ce qui avait été prévu dans la circulaire, en réalité semble jamais avoir été mis en application. Mais on n'a pas de texte pour le moment. On n'a aucun élément au-delà des déclarations de presse des uns et des autres. Qui semble aller dans le bon sens. Je suis très prudent parce que vous savez, à chaque fois, on prend un ton martial, on fait une grande déclaration et le texte est rigoureusement à l'inverse de ce qui avait été déclaré auparavant. Ça fait comme sur Notre-Dame-des-Landes ou sur l'exposition universelle. On prend une position et à l'arrivée, on est exactement au contraire de ce qu'on avait annoncé. Sur l'exposition universelle, vous regrettez la position du gouvernement? Ce que je regrette, c'est qu'on est dans le fait du prince. On est dans le fait du prince c'était le cas sur Notre-Dame-des-Landes, je rappelle comme 178 recours, tous vont dans le même sens, confirment la légalité de la procédure et la nécessité de faire l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Toutes les collectivités territoriales sont sollicitées, départements, régions, villes, agglos. Tout le monde va dans le même sens, un référendum est organisé, le président de la République, pendant la campagne, montre les muscles, et à l'arrivée, on se couche devant les voyous, et on leur donne raison. Et c'est le fait du prince, ça a été décidé comme ça, c'est comme sur les 80 km/h, c'est le fait du prince. Le gouvernement a été incapable de nous présenter une étude ou une expérimentation qui fasse la démonstration qu'effectivement, passer de 90 à 80 réduit le nombre d'accidents de la route par rapport à d'autres propositions qui pourraient être d'investir dans l'entretien des routes, de sécuriser les routes. Je pense que ça permettrait aussi de limiter les accidents. Donc, mais aucune expérimentation ne nous est présentée, rien n'est fait. C'est le fait du prince et en plus, on est sommé de dire que c'est courageux. Et sur l'expo sur l'expo, c'est pareil, aucune explication. Jusque-là, tous les discours qui avaient été faits, notamment par ceux de M. Macron, on citait un discours que j'avais plus en mémoire au mois d'octobre l'année dernière, où toutes ces interventions allaient tous dans le même sens, dans le sens positif pour cette exposition. Sur la révision constitutionnelle, demain Gérard Larcher fait une conférence de presse, notamment pour présenter les résultats du groupe de travail du Sénat là-dessus. Il est venu la semaine dernière. Sur quoi vous vous êtes mis d'accord? Est-ce que députés sénateurs sont sur les mêmes lignes rouges sur cette révision constitutionnelle? Bon, je pense, mais Gérard Larcher, il va en tant que président du Sénat, il n'y va pas au nom des sénateurs LR, il va sur la position globale du Sénat. Nous, il y a une ligne qui est très claire chez nous, enfin qui est ferme, c'est celle de la proportionnelle et de la non-représentation d'un certain nombre de territoires. Or, on voit bien que si on cumule proportionnel, baisse du nombre de parlementaires, ce sont les territoires ruraux qui vont payer la note, donc ça c'est un point dur. Il y en a un autre qui est sur la liberté de vote et d'amendement des parlementaires, sur tout ce qui peut apparaître comme un peu technique sur la procédure, mais on a aussi de bonnes raisons d'avoir quelques inquiétudes sur ce sujet qui pourrait viser à bloquer ou empêcher l'opposition d'intervenir. Vous savez, depuis 1958, toutes les révisions qui ont touché au fonctionnement du Parlement ont toujours été pour donner davantage de pouvoir au Parlement. C'est la première fois qu'on a un gouvernement qui s'inscrit dans une logique plutôt de réduire les possibilités d'intervention et de débat à l'Assemblée. Mais c'est le nombre de mandats qui pose question. Aussi, le fait étant de dire c'est aux Français, enfin, on peut laisser les Français choisir leurs parlementaires. Vous savez, il suffit de regarder les renouvellements qu'il y a à chaque élection pour voir que les Français ne se privent pas pour renouveler leur classe politique à chaque fois qu'ils en ont envie, enfin tous les 5 ans.
Et ils le font sans retenue. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Emmanuel Macron ait déjà laissé entendre que le référendum était possible en cas de blocage de la part des sénateurs et des députés? C'est de sa responsabilité. Je lui dis que sur ce sujet, dès qu'un président appuie sur le bouton, la peur change de camp. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on verra s'il est capable d'aller au bout. Écoutez, c'est sa décision. Moi, l'intérêt de modifier la Constitution, c'est pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que la proportionnelle améliore le fonctionnement de notre démocratie. Regardons ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, 5 mois qu'on attend un gouvernement. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très positif. La réduction des débats à l'Assemblée, la possibilité du petit hémicycle, ce qu'on appelle le petit hémicycle, c'est-à-dire pouvoir voter la loi en commission élargie plutôt que dans l'Assemblée plénière. Donc, tout ça vise à réduire le champ, l'expression démocratique. C'est pour ça que moi je suis très réservé. Maintenant, si ça va dans le bon sens, je veux dire, on n'est pas là pour bloquer les choses. Est-ce que vous avez eu confirmation par vos amis de la CDU, je ne sais pas si c'est la confidence, que Angela Merkel aurait dit à Macron de ne pas compter la proportionnelle? Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, puis c'est pas à moi de le dire, mais j'ai pas de déclaration publique. Quelle est votre dose de proportionnelle? C'est 10%? Moi, je pense que la bonne dose, c'est 0. Non, mais moi, je suis, on ne va pas me changer, hein, je suis viscéralement opposé à la proportionnelle. Parce que je pense qu'à partir du moment où on met une dose, le verre est dans le fruit. Et donc, à chaque fois, à chaque renouvellement, le débat, ce sera d'augmenter la dose. Et donc, on a un principe, en France, c'est que nos parlementaires soient attachés à un territoire, qui ne soit pas issu de nulle part. Et donc là, en fait, on renforce les partis politiques au détriment des territoires. On est sur une vision très politicienne de Macron, qui est en fait la logique de la 4e. Une vision politicienne à laquelle nous on oppose une vision qui est celle d'ancrage à un territoire et d'ancrage direct auprès des électeurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vision de l'Assemblée qui a été donnée par le magazine Capital dimanche, de manière plus générale, sur l'idée qu'il y a une fonction publique parlementaire qui coûte cher, avec notamment des logements de fonction, ou le train de vie de l'Assemblée en général? D'abord, je vais faire une confidence. Par principe, je ne regarde jamais cette émission. Je ne supporte pas le ton, la manière dont est faite cette émission. Bon, ceci étant, les échos me sont arrivés. Et je pense que c'est toujours caricatural à l'excès, objectivement. Il me semble que depuis 50 ans, Dieu sait qu'on a essayé d'améliorer les choses, je veux dire, dans la transparence, dans la connaissance, sur le mode de fonctionnement, enfin l'organisation de notre Assemblée. Dire qu'il n'y a rien à faire, bien évidemment qu'il faut que ça évolue. Et c'est le travail des questeurs, c'est le travail du bureau de l'Assemblée, et objectivement, tous les présidents de l'Assemblée ont essayé à chaque fois, chacun à leur niveau, alors bon, et sur des visions qui étaient les miennes ou qui ne l'étaient pas, mais d'essayer au moins de faire quelque chose. Et donc je trouve que ça, c'est caricatural, ça ne sert pas à la démocratie, c'est du populisme, et c'est pour ça que... Bon, mais c'était une erreur d'ouvrir les portes à une émission que vous ne regardez jamais, du coup. Ah bah oui, moi j'ai toujours refusé, Dieu sait qu'on a déjà proposé un certain nombre de fois de témoigner dans cette émission, je refuse par principe. Je pense que vraiment la démocratie ne gagne pas de cette émission. Sur ces bonnes paroles.